Eh bien, bonsoir à toutes et à tous dans ce nouveau mercredi de l'espoir. Donc, ce soir, un thème unique. Bon, toutefois, je vais, comme d'habitude, parler un petit peu d'actualité au début et en fin de, de, de cette diffusion, comme à l'accoutumée, et traiter éventuellement certains autres sujets. Alors, il semblerait qu'il y ait un problème de lecture. J'espère que vous n'allez pas avoir de problème de votre côté. Bien, donc je commence de toute façon. Voilà, le son est bien diffusé. Je le vérifie juste. Oui, effectivement, c'est bien. Donc visiblement, ça marche quand même. Donc, un mot d'introduction tout d'abord avec Macron qui nous refait des siennes, mais sur le terrain médiatique, hein, je ne peux pas parler de l'aspect Covid-19, j'en parlerai un petit peu à la fin. Macron craint très clairement un candidat hors système, un candidat anti-système. Le reste est sous contrôle puisque il organise un duel Macron-Le Pen pour 2022 dans lequel il est à peu près certain à 95 ou 99% de chances de gagner. La seule chose qui l'inquiète, c'est justement un candidat hors système, anti-système, comme celui proposé par l'initiative Une perspective, la 6ème République, ou un président, la 6ème République. C'est vraiment ça l'idée, parce que ça peut couper et rebattre les cartes complètement et être sur un aspect sur lequel le système n'est pas prêt. Alors, malgré tout, il essaye d'anticiper cela. Et donc, il a contacté des personnalités, des humoristes, etc., des éditorialistes, mais il s'est arrangé pour le faire savoir. Hein. En fait, comme pour Marine Le Pen, il a choisi son candidat, il choisit aussi les personnalités hors système ou anti-système qui pourraient venir, le contrecarrer. Mais en fait, il les choisit de telle sorte que ce soit aussi des personnalités qu'il est à peu près certain de battre. Bon, Jean-Marie Bigard ou Éric Zemmour, s'il se présentait, il y a très peu de chances également qu'il soit élu. Donc en fait, il essaye de promouvoir certaines personnes anti-système pour que des vrais candidats anti-système, je ne dis pas qu'eux ne seraient pas forcément anti-système, mais pour le coup, qu'il y ait des réelles chances et avec un réel projet, un réel programme derrière, de pouvoir se présenter. Donc je vous invite à ne pas être dupe de ça et puis en parler autour de vous et de dire et de passer ce message, parce que le message c'est vraiment celui-là. Voilà, ça c'était une petite introduction sur les péripéties et les pérégrinations de Macron en France. Un autre sujet que je souhaiterais aborder, parce que sur les réseaux sociaux, on parle souvent de première démocratie. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais c'est un terme qui est très à la mode, je dirais, sur les réseaux sociaux, plutôt que 6ème République. Hein. Donc là, je dirais attention, danger. Parce que bon, moi, je n'ai pas de fétichisme sur le nom, hein, 6ème République ou autre. Hein. Mais dans Première Démocratie, et certains dialogues que j'ai eus avec des personnes qui mettent ça en avant, en fait, montrent une certaine opposition au suffrage universel. Et que derrière cette opposition au suffrage universel, c'est-à-dire que chacun puisse participer à la définition de ceux qui nous dirigent, derrière ça, il y a comme une forme de mépris des citoyens, en fait. C'est-à-dire,
on n'est plus dans une vraie démocratie. On tire au sort, on prend un peu n'importe qui. Et en définitive, on s'aperçoit, ici Tocqueville, hein, justement, qui dit, bah, mettons le suffrage universel, et à partir de là, tout ira bien. Donc, les gens qui s'inspirent de ça et qui sont dans cette lignée, en fait, ne sont pas de vrais démocrates pour moi, parce que, en fait, ils méprisent le peuple quelque part derrière. Et en disant le tirage au sort, c'est aussi, je parle surtout pour les représentants vraiment qui vont être dans l'action, hein, pour le coup. Euh, le tirage au sort, ça ouvre la porte à tout un tas de manipulations par les élites. Parce qu'en fait, on va tirer au sort des gens, un peu comme dans les jurés populaires qu'on a aujourd'hui dans les cours d'assises, où en fait on tire au sort, soi-disant au sort, parce qu'en réalité, les jurés de cours d'assises ne sont pas tirés si au sort que ça. Mais bon, mais c'est pas un hasard non plus d'ailleurs. Mais si on tire au sort, eh bien du coup on voit apparaître généralement ce que j'appelle des super citoyens, c'est-à-dire des conseillers, etc. Donc la même chose que les juges et les assesseurs dans les cours d'assises, qui en fait vont manipuler ces gens de bonne foi tirés au sort qui ne sont pas férus de politique et de la chose politique et de la chose publique, de débat, etc. Et donc ils vont se faire manipuler. Et c'est, au fond, et derrière on a une cohérence en disant on dénonce le suffrage universel, comme ça, en disant parce que les gens ils savent pas, donc ils votent toujours pour les mêmes, ils votent pour qui l'on dit. Et donc du coup on va avoir une élite, alors ça va être les enseignants, ça va être les militaires, etc., qui vont pouvoir se mettre là-dedans. Moi je dis attention à ça, parce que du coup si on a une élite qui peut se prévaloir de ça et se mettre à récupérer ça, mais Macron ça va pas du tout le gêner. Les gens de la Macronie peuvent très bien récupérer cette histoire de tirage au sort et de se dire, bah nous on va mettre nos super citoyens, nos conseillers, nos experts, etc., nos sages, enfin ça dépend de quel nom on leur donne, mais ça revient toujours au même, c'est-à-dire les gens qui vont manipuler les citoyens qui ont été tirés au sort. Donc je dis attention, danger, non seulement je pense que c'est une mauvaise chose d'une manière générale parce que ça enlève le moyen de s'exprimer sur l'expression du pouvoir aux citoyens, mais en plus, ça ne gêne pas le système en place, et il pourrait même s'en servir en disant « mais oui, je vous ai écouté, j'ai pris le tirage au sort ». Bon. Mais j'y reviendrai, je pense que je ferai le sujet du prochain mercredi d'histoire là-dessus, et sur les questions d'assemblée constituante qui sont assez importantes et qu'il faut débattre. Et il y a des solutions pour ça, hein. Il y a des solutions assez intéressantes, d'ailleurs, faut faire trancher par le peuple, et puis voilà, hein, je pense que c'est le peuple est souverain en démocratie, c'est ce que ça veut dire. Donc, donnons le pouvoir au peuple, n'essayons pas de faire des tripitillages, parce que ça peut être, y compris, dangereux dans le principe. Hein. Alors voilà, donc ça c'était une première introduction, et donc j'y reviendrai prochainement. Donc, en introduction de ces mercredis de l'espoir, donc là je vais passer donc à cette séance donc d'aujourd'hui, hein. Cette séance d'aujourd'hui où nous allons traiter deux sujets malgré tout. J'ai dit un, mais en fait je vais traiter un deuxième en préambule, qui est un peu une répétition de l'annonce et de la révélation, je l'appelle une révélation, parce que pour moi ça a été une révélation de la semaine dernière sur la clé du succès pour 2022, ce qui peut vraiment être la clé du succès pour 2022. Et donc j'ai creusé un petit peu cette question, et notamment par rapport à la hiérarchie du droit. La hiérarchie du droit, alors je ne sais pas si vous voyez très très bien, mais tout en haut vous avez ici le bloc de constitutionnalité. Après vous avez au deuxième niveau, les normes internationales. Au troisième niveau, vous avez les lois. On ne voit plus ma souris, voilà. Vous voyez les lois. Ça, c'est en droit français, mais ça s'applique à peu près dans tous les cas. Mais ce qui nous intéresse, c'est le droit français, de toute façon. Les ordonnances, hein, les normes réglementaires, donc les décrets, les arrêtés, etc. La jurisprudence, c'est-à-dire les jugements déjà rendus et éventuellement un cas vide à la Cour de cassation, et les actes administratifs ministériels, etc., etc. Donc on voit bien que si on regarde cette hiérarchie du droit, le levier, si vous voulez vraiment changer les choses, le levier il est là-haut, là. Vous voyez où il est, là? C'est tout en haut, c'est le bloc de constitutionnalité. La Constitution, c'est le levier. C'est le levier le plus simple. Si vous voulez réellement changer les choses, changer les règles du jeu, changer
la façon de fonctionner, changer la société quelque part. Le bloc de constitutionnalité, c'est l'endroit le plus pertinent pour faire ça. Et d'ailleurs, les fédéralistes européens, ceux qui voulaient l'Europe fédérale, l'avaient très bien compris en 2005, puisque ce qu'ils proposaient à référendum, c'est justement la révision de la Constitution, un changement de Constitution avec la mise en place d'une Constitution européenne. Voilà. Donc, ils se situent à ce niveau-là. Et donc, ils doivent se contenter, depuis, parce qu'on dit qu'en 2007, ils ont réussi quand même à imposer leur vue, mais il y a quand même une victoire qu'on a eue en 2005, c'est que c'est pas rentré, c'est pas du droit constitutionnel. Ils sont pas au tout premier niveau, ils sont au deuxième niveau. Les normes internationales, les traités internationaux sont juste au deuxième niveau. Nous, on est encore au-dessus. C'est aussi, d'ailleurs, ça répond aux gens qui seraient, par exemple, pour le Frexit, etc. La Constitution, tout ce qui est constitutionnel, est au-delà même des traités internationaux. Donc, si la Constitution dit, pour qu'elle soit applicable, de toute façon, ça rend caduques les traités internationaux, ça les rendra caduques, et puis c'est tout. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être... Parce qu'eux, ils se situent à ce niveau-là. La Constitution, elle se situe encore à un niveau supérieur. Donc, c'est vraiment le vrai levier, le seul levier pour vraiment transformer en profondeur les choses, c'est à ce niveau-là. Et donc, je le répète, pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission de la semaine dernière, en 2005, ce qui nous a réussi avec succès, c'est justement cette question de la Constitution, qui était une Constitution européenne. Et dans le refus, il y a eu un peuple, le peuple des gens qui veulent leur souveraineté, la souveraineté du peuple sur leur pays, parce qu'un pays, c'est un peuple, avant tout, c'est l'expression d'une nation. Et donc, on voulu rejeter, donc dans le refus, cette Constitution en 2005. Bien, moi, ce que je dis, et c'est ça la révélation de la semaine dernière, et je le répète, c'est qu'elle peut également, ce même peuple, est encore élargi, puisqu'il y a des gens qui, entre-temps, depuis 2005, se sont aperçus de ce que c'était l'Europe, puisque de plus en plus, on va vers une déliquescence globale de toutes les institutions. Et donc, ça peut nous réunir également dans l'adhésion, cette fois-ci, et pas dans le refus, en 2022. Le même peuple peut se réunir sur le même sujet, sur le sujet qui n'est pas des sujets politiques, c'est le sujet de la Constitution, c'est-à-dire c'est la mise en place d'une nouvelle Constitution, c'est-à-dire on change les règles du jeu. Bien, ça s'appelle la 6e République. Et pourquoi la 6e République? Parce qu'on s'inscrit dans une histoire par rapport à la 6e, première démocratie. Eh bien, on vient après la 5e République, peut-être on l'appellera même pas 6e République, ça sera 5 bis ou peu importe, mais de toute façon, on s'inscrit dans une histoire. S'inscrire dans une histoire, s'inscrire dans un passé, c'est très important. On ne va pas faire table rase de tout le passé et de tout ce qui a fait l'expérience et la réalité de notre pays depuis des années et des années. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Croire qu'on va tout réinventer... Vous savez, moi en informatique, je le vois souvent, on peut le faire, c'est juste des moyens pour vendre des nouveaux logiciels. Hein. En fait, on réinvente généralement pas grand-chose. Bon, voilà, donc c'est ce sujet que je voulais remettre au goût du jour avant de rentrer dans le véritable sujet d'aujourd'hui, qui est donc l'épisode 2 qui a été déprogrammé la semaine dernière, l'épisode 2 de Quelle 6e République. Donc, Quelle 6e République est proposée par cette initiative, évidemment c'est en débat, qui sera proposée lors de l'élection, à l'élection présidentielle et au référendum qui suivra. Donc l'épisode 1 c'était les communes, l'épisode 2 c'est donc les plus local, c'est le niveau intermédiaire, c'est justement entre le local et le national. Comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on adresse ce niveau intermédiaire? Alors, ce niveau intermédiaire entre le national et le local, lequel prendre? Et lesquels prendre, quelque part? Parce qu'on a les circonscriptions, on a les cantons, on a les communautés de communes, on a même maintenant les regroupements de communes, on a les métropoles, on a la région, et puis on a le département. Donc, voilà, hein, on a déjà, comme ils appellent ça, le millefeuille. Donc, tout le monde est pour rapprocher, simplifier et dynamiser, et en fait, l'idée de la 6e République, c'est de simplifier, de rendre lisible, de rapprocher des citoyens, simplifier et dynamiser tout ça, parce que si c'est plus simple, ça va être également plus dynamique et plus efficace. Donc un seul niveau intermédiaire, et
au niveau administratif, au niveau politique, si on peut dire, et connecté à la fois à la vie locale et à la vie nationale. Donc un seul niveau, le local qui est la commune, le national qui est le gouvernement, l'État central, etc., la nation, et l'État central, et donc un seul niveau d'articulation intermédiaire. Lequel? Moi je pense que le département est le plus pertinent, puisque il est déjà simplement d'un point de vue d'ordre de grandeur, de taille. La taille, c'est important. On est dans l'ordre de grandeur 2, c'est-à-dire dans les centaines. Hein, les centaines. C'est-à-dire que, à la fois, pour la France, on a une centaine de départements, et puis pour les communes par département, ça fait quelques centaines, de 300 à peu près en moyenne. Il y en a qui sont au-dessus, il y en a qui sont en dessous. Mais voilà, on est dans l'ordre de grandeur de 300 communes par département. Donc on reste dans l'ordre de grandeur des centaines. 100, c'est déjà pas mal à administrer, c'est pas trop gros, c'est pas trop petit, et on a juste deux niveaux qui sont d'ordre de grandeur comparable. Donc je dirais simplement d'un point de vue mathématique, si je peux m'exprimer ainsi, c'est peut-être pas d'une grande rigueur mathématique, ça tient quand même la route. On n'a pas une disproportion, on n'a pas 10 d'un côté et 10 000 de l'autre, si vous voulez, quoi. On est dans les deux cas sur des choses qui sont de même poids, de même ordre de grandeur au niveau mathématique, ce qui est quand même assez intéressant. Et puis d'autre part, le département, c'est une entité qui parle aux citoyens français. C'est quelque chose qui s'inscrit dans notre vécu. On n'a qu'à voir, quand on a voulu supprimer le numéro de département sur les plaques d'immatriculation, tout le monde a voulu qu'on les mette. Or, on a rajouté la région dont tout le monde se fichait, on a eu les nouvelles plaques, et les gens mettent toujours leur département, et voilà, on se demande toujours, ah bah lui, de quel endroit, de quel département. C'est vraiment ancré, c'est quelque chose qui est dans notre culture de citoyens français. Le citoyen français est attaché au département. Et y compris les gens qui sont issus de l'immigration. Moi, qui ai vécu dans des zones où il y avait des gens, ils étaient très attachés, y compris même au code postal. C'est-à-dire, voilà, 78 114, là où j'étais. Enfin, vous voyez, le département demeure, vous voyez, il y a le 93, même dans les départements ruraux, la Sarthe, le 72, il y a des départements, le Nord, le 59, voilà, ils ont, ou 18 ou le 13 pour les Alpes-Maritimes, ont une identité forte. En fait, il y a une identité forte qui s'est construite, qui n'existait pas à l'origine. Hein. Il y a 2 siècles et demi, ça n'existait pas. C'est une construction, mais c'est une construction qui parle aux citoyens, qui est ancrée en nous. Et ça, c'est très important. Parce que pour que ça corresponde à un niveau de vote et à un niveau de représentation des gens, il faut que ça soit quelque chose dans lequel les gens puissent s'identifier. Donc le département, à la différence des autres entités, les communautés de communes, ça parle absolument à personne, c'est ancré dans rien du tout. Autre point très important, c'est stable. Les départements, depuis 2 siècles, plus de 2 siècles, c'est les mêmes. À peu de choses près, au redécoupage qu'il y a eu dans la région parisienne, puis il y a eu la Corse, etc. Mais à quelques détails, vraiment à chaque fois on est vraiment dans le coup de pinceau fin, je dirais, et pour des raisons particulières à chaque fois, c'est très stable. Donc la stabilité, ça montre que c'est un niveau pertinent aussi, parce que les régions, elles n'arrêtent pas de changer, il n'y en avait pas, après on les a fait comme si, après on les a fait plus grosses, on les a fait plus petites, enfin bon bref. Là, on a une stabilité qui est un gage de pertinence. C'est pas simplement la stabilité pour la stabilité. La stabilité, elle tombe pas du ciel. C'est que c'est un niveau qui est pertinent. Et la résultante aussi, tout ça, enfin, je sais pas quelle est la cause et l'effet, mais c'est s'inscrit dans notre histoire républicaine. C'est très lié à la République. On s'inscrit toujours dans la République. Le département, c'est une institution républicaine qui est, alors, jacobine. On verra, ou girondine, on verra à la fin, en fait, ce qu'on peut en penser de ça, mais elle s'inscrit clairement dans notre ADN, dans notre histoire. Alors, continuons. Alors, si on veut simplifier, c'est aussi pour rendre lisible pour tous. Donc, rendre lisible pour tous, c'est, en fait, revenir sur un triptyque, comme j'ai dit la dernière fois pour les communes, c'est
commune, département, pays. Voilà les 3 niveaux, et on essaye d'utiliser des règles à peu près similaires, pas forcément similaires, mais proches en tout cas, pour faire fonctionner et articuler ces 3 niveaux. Donc, ça veut dire quoi? Une simplification considérable et un allègement également, je pense, des coûts de ça. Hein. Donc on supprime toutes ces régions qui ne correspondent à rien, ces métropoles, ces communautés de communes, les cantons ou les circonscriptions qui ne parlent... Alors, le canton, ça peut parler parfois dans certaines circonscriptions rurales, mais dans certaines zones rurales, mais en ville, ça ne parle absolument pas. Les circonscriptions, c'est découpé un peu... on ne sait pas trop comment, avec le député. Les gens, ils ne savent pas forcément même dans quelles circonscriptions ils sont, parce qu'elles sont redécoupées régulièrement, en plus. Et puis, donc, un alignement. L'autre simplification, c'est qu'on aligne le découpage politique sur le découpage administratif. Donc, on fait correspondre, en fait, les deux découpages, et donc, aussi bien au niveau de la commune qu'au niveau politique. Donc, ça simplifie les choses, ça permet de faire adhérer et l'un ou l'autre de façon très simple et de façon très naturelle. Donc, la conséquence de ça, c'est que les députés deviennent les représentants intermédiaires pour l'action. C'est-à-dire, pour l'action dans le département, c'est les députés, et puis le conseiller régional qui était élu de façon indirecte. Là, le député, on verra comment, c'est le député qui va être dirigé le département. Donc c'est le représentant intermédiaire par essence. On simplifie également de ce niveau-là. Donc c'est le représentant du peuple au travers des élections et du conseil départemental, et c'est le représentant de l'État, puisque comme on aligne le découpage politique et administratif, ça peut devenir le représentant de l'État en dirigeant l'administration et en contrôlant la police. Contrôler la police, je n'ai pas dit gérer la police. Donc, je n'ai pas dit diriger. Donc vraiment, voilà, représentant à la fois du peuple et de l'État. Un peu comme est le maire au niveau, c'est exactement le même fonctionnement quasiment pour le maire au niveau des communes, mais au niveau des départements, des 100 départements français, des 100 et quelques départements français. Donc on a un fonctionnement qui est tout à fait similaire. Encore plein d'autres fonctionnements similaires, du coup, c'est qu'en fait, comme pour la commune, on va rendre les choses fonctionnelles en privilégiant des modes d'association souples, c'est-à-dire autour de projets ou autour de missions. C'est-à-dire que, donc on parlait de l'immobilité, par exemple, si on veut faire des lignes de train ou d'autocar pour l'éducation, pour les transports scolaires, par exemple, ou des choses comme ça, le tourisme et les loisirs, si on veut faire de la promotion au niveau des départements ou des départements ou d'un département avec une commune ou un groupe de communes, même du département d'à côté, mais également pour les choses qui reviennent au niveau régional, par exemple l'identité bretonne, l'identité normande ou autre. Voilà, ce niveau régional, en fait, c'est une association souple, c'est un projet ou une mission que peut se donner un ensemble de départements en s'associant librement. Donc on résout par la même occasion la question de la Loire-Atlantique. Voilà. Et également au niveau des langues régionales, pour le développement des langues régionales. Donc c'est des missions supplémentaires qui ne s'appliquent pas au niveau de la commune, pour ça qu'ils sont mis en gras ici. Donc voilà. Mais ce ne sont pas des structures en tant que telles, c'est des structures souples dans lesquelles le département adhère ou n'adhère pas de façon volontaire. Et sur la base d'un bail un peu, en se disant... avec des clauses, en fait, des rendez-vous de telle sorte que l'entrée soit prévue, mais la sortie puisse être prévue également. Donc, je ne reviens pas, je passe rapidement, puisque j'ai déjà évoqué ça la dernière fois sur les communes. Donc, les projets, c'est des structures souples à géométrie variable sur la base du volontariat. Un peu comme étaient les communautés de communes qui ont été tripatouillées récemment. Mais voilà, sans structure officielle derrière. C'est juste un projet, par thème, par mission, par projet. Donc voilà, une association donc, qui répond de manière adaptée à une question traitée sans périmètre géographique prédéfini.
Et donc, les compétences interdépartementales, par exemple, c'est les lignes de TER, ce genre de choses, sont transformées, ce qui existe aujourd'hui, sont transformées en projets ou en missions. C'est-à-dire, et en plus, l'avantage de ça, c'est que si un département est actuellement il est dans une région, bah, il peut s'associer qu'avec les gens de sa région. Bah, pour un thème, il va pouvoir s'associer avec la région, le département qui était dans telle ancienne région, et pour tel autre sujet, il pourra s'associer à tel autre. Par exemple, je pense au département sur la vallée de la Loire où il y a les châteaux, etc. pour les missions touristiques. On pourrait très bien imaginer, alors que là, on était sur plusieurs régions, bah, de créer un projet qui ferait tous les départements qui se trouvent sur la Loire, voyez, pour faire des aspects touristiques. Bon, voilà, hein, c'est une idée comme ça. Voyez. Donc, beaucoup plus de souplesse et de dynamisme dans ce genre de choses. Alors, poursuivons. Comment ça fonctionnerait tout ça? Donc, le fonctionnement, l'idée, c'est d'avoir un binôme de ce que j'appelle des députés primordiaux. C'est-à-dire, les députés sont élus par deux. Hein, et ils coprésident le conseil départemental. Donc ça veut dire que c'est plus le président du conseil général, ce sont les deux députés du département qui sont élus, qui coprésident le conseil départemental et qui le gèrent au quotidien. D'autre part, comme j'ai eu l'occasion de le dire sur le cas des communes, les communes siègent elles-mêmes directement au conseil départemental. Il n'y a plus le niveau des cantons, qui est un niveau un petit peu intermédiaire. Ce sont les représentants des conseils municipaux, donc les maires, des adjoints, des gens dont ça sera la mission, qui seront désignés par leur conseil municipal, qui siégeront, ou même, ils peuvent également se mettre d'accord pour faire des pouvoirs, donner un pouvoir à quelqu'un pour les représenter, qui va représenter 3 communes par exemple, parce que tout le monde ne pourra peut-être pas se déplacer à chaque conseil départemental, etc. Voyez. Mais il n'y a pas d'autre niveau intermédiaire, c'est la commune, et la commune est directement représentée au conseil départemental. Donc un niveau de décision, un niveau de gestion administrative qui est représenté dans un autre niveau de décision et de gestion administrative. Donc en termes d'efficacité, on est... Enfin, je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux. Hein. On est direct. On est direct et démocratique en même temps, puisque ce ne sont que des gens qui sont élus au suffrage universel direct, évidemment. Donc ça, c'est pour le fonctionnement, c'est pour l'action. Pour le contrôle, alors, pourquoi un binôme, justement? Parce que le binôme, le gros intérêt, c'est qu'il y a un autocontrôle du binôme. Quand vous avez une personne seule qui dirige, bien, elle a toujours tendance à... voilà, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Elle est maîtresse chez elle, le président du conseil général, etc. C'est un peu la même idée pour les maires de plus de 20 000 habitants, pour les communes. Si une commune est trop importante, le maire va prendre trop d'importance sur une seule personne. En plus, c'est très difficile à gérer parce que ça fait une charge énorme pour une personne seule. Et le binôme, donc, ça permet de répartir la charge de travail, et en plus, ça permet un autocontrôle et une vérification, un travail en collaboration qui permet d'éviter les dérives un peu autoritaires que l'on peut rencontrer. Dans le contrôle également, on a le préfet qui représente l'État national, le gouvernement, donc au niveau du département, mais en termes de contrôle et en termes d'avis. Pour les députés qui en auront, donc les départements qui en auront, les éventuels députés d'opposition siégeront également et donc contrôleront aussi l'action et émettront également un avis au niveau du conseil départemental. Et puis évidemment, la Chambre constitutionnelle qui elle chapeaute tout, hein, elle chapeaute tous les niveaux, elle contrôle tous les niveaux, donc au niveau des comptes, de la justice, de la police judiciaire, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer au niveau des communes. C'est le même fonctionnement, mais au niveau départemental. Alors, le fonctionnement maintenant du conseil départemental en tant que tel. Donc, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, notamment de la commission
départemental, etc. Bon, ça, ce sont des détails qui seront réglés, mais qui devront être mis dans la Constitution, parce que je pense que le fonctionnement de l'État, il doit faire partie de la Constitution. C'est pas des lois à part, ça fait vraiment partie parce que c'est structurant et ce sont les règles du jeu. Peut-être dans une troisième partie, hein, on peut peut-être imaginer une troisième partie pour la Constitution, vraiment la partie la plus importante, le préambule, la deuxième partie qui est structurante autour des droits fondamentaux, et une dernière partie sur l'organisation. Mais bon, ça c'est à voir lorsqu'on rédigera dans le détail la Constitution. Donc, les députés du département dirige le département au quotidien, c'est-à-dire, voilà, c'est le patron du département, et donc, il a, au niveau du conseil départemental, les députés ont une voix, le binôme de députés a une voix par commune. Donc, s'il y a 100 communes dans son département, ou 300 communes dans son département, le député, quand il vote, ça compte pour 300 voix. L'organisation du binôme du député est libre. Les maires des communes, ou un autre élu désigné, hein, si c'est dans des grandes villes, il y aura peut-être un conseiller municipal dédié pour représenter la commune au conseil départemental, une voix pour chaque commune. Donc chaque commune est représentée au conseil départemental par au moins une voix. Donc, ce qui fait qu'on a les voix des deux députés, s'il y a 300 communes, les 300 voix, est égal au nombre de voix de tous les maires de ce département. Donc, comme il y a une règle de majorité simple, donc le député ne peut rien imposer contre l'unanimité des maires. C'est-à-dire, si tous les maires du département ne sont pas d'accord avec ce que propose un député, eh bien, ils peuvent empêcher le député de faire un diktat qui ira à l'encontre. Donc ça, c'est un contrepoids démocratique important. Et le nombre de voix allouées aux députés permet également de représenter les communes les plus peuplées. Parce que là, on voit bien que toutes les communes ont une voix, mais le député, comme il a les 300 voix et qui représentent la totalité, il va surreprésenter, et il est le moyen de surreprésenter les communes qui sont évidemment les plus peuplées dans le département, et qui du coup, c'est ce qui explique qu'il a une voix, qu'il a un poids si prépondérant, puisqu'il représente l'intérêt commun, et toutes les communes qui sont plus peuplées que les petits villages, par exemple. Donc quelque part, au niveau du conseil départemental, on se retrouve quelque part avec une surreprésentation des communes rurales, mais sans que ça... Donc ça garantit leur représentation et leur avis, hein, par au moins une voix, mais le poids des communes les plus importantes est malgré tout pris en compte. Voilà. Donc, et la gouvernementalité de la commune, du département est assurée, puisqu'on a forcément une majorité qui va se dégager d'une manière ou d'une autre, sauf si le député veut imposer quelque chose contre l'avis unanime de toutes les communes de son département. Alors, la modalité d'élection, parce qu'on a évidemment cette question de binôme. Donc l'élection des députés, je reviendrai aussi la prochaine fois, peut-être pas la semaine prochaine, mais lors du 3e épisode quand j'ai traité de l'Assemblée nationale. L'élection du binôme de députés est faite sur la liste qui est arrivée en tête à l'élection. Donc il y aura ce que j'appelle les députés primordiaux, donc ce sont les députés, ce binôme de députés qui est élu en tête, et qui donc dirigent le département, et sont aussi représentants du département au niveau national, bien entendu. Donc ça va faire à peu près, comme il y a 100 départements, ça fait environ 200 députés primordiaux, sur l'ensemble des 300 députés, donc on a quand même une réduction drastique aussi du nombre de députés à l'Assemblée nationale, puisqu'on est à peu près divisé par 2. Donc 200 députés primordiaux pour 300 députés au total. Donc, élection très simple, hein, au suffrage universel direct à un seul tour. Donc ça assure une représentation de tous les territoires. Donc tous les territoires seront représentés forcément à l'Assemblée nationale, puisqu'il y aura il y a au moins 2 députés par département, et un ancrage local des élus.
Parce que si vous avez un système à la proportionnelle, par exemple, le problème du système à la proportionnelle, c'est que c'est des gens qui sont hors sol et qui sont plus connectés au local. Là, le député, en plus, il gère le département, donc il est forcément connecté au local. Il fait vraiment ce lien entre la politique locale et la politique nationale au niveau, justement, intermédiaire. Donc, ancrage à la fois local et une représentation de tous les territoires. Donc, prenons, j'ai fait un petit exemple, mettons, bon, j'ai mis 3 parties, hein, mais bon, ça pourrait être d'autres. Donc, imaginons 3 listes, par exemple, donc l'ERN, LREM et LFI, qui auraient respectivement 40% à l'élection, 35% et 25%. Le binôme de député RN, comme c'est celui qui est arrivé en tête, bah, c'est ce binôme-là qui est élu comme député primordial. Donc plus un suppléant, parce que au cas où il y a un des députés qui soit empêché. On verra dans quelques circonstances ultérieurement. Donc ce binôme dirige le département, comme on l'a vu, et représente le département à l'Assemblée nationale. Donc le fonctionnement du binôme, donc l'organisation du binôme est libre, mais par lui-même, le binôme entraîne un autocontrôle. C'est une des vertus, enfin moi je l'ai constaté dans la vie professionnelle. Il y a plein d'endroits et plein de sociétés, même le groupe Accor par exemple, il y avait 2 présidents pendant des années. C'est un groupe qui s'est développé au niveau mondial. Le fonctionnement en binôme, ça marche très bien, c'est très efficace en fait. Et donc par exemple, là sur l'organisation entre eux, bah, un pourra peut-être avoir une orientation plus locale et gérer au quotidien le département et donc rester plutôt dans le département, et l'autre être plutôt au niveau national, etc. Bon, après, ça sera à eux de s'organiser, c'est une des organisations possibles. Alors, pour ce qui y a des courts-circuits, des circuits courts et des contrôles, bah, comme la commune, hein, là par contre il n'y a vraiment aucune différence, c'est que bah, il pourra y avoir des référendums d'initiative citoyenne, mais au niveau du département, sous le patronage de la Chambre constitutionnelle, qui voilà, de la même façon, contrôle la recevabilité, fixe le périmètre. Bon là, ça serait le ou les départements par exemple. Et donc, pareil, une pétition de 2% des inscrits sur les listes électorales, donc et sur le périmètre du département pour le coup, pour déclencher un référendum d'initiative citoyenne. Aucune limitation de sujet de portée locale, évidemment. Si on dit destituer le président de la République, bah, c'est pas possible au niveau du département. Mais si on veut destituer, comme il n'y a aucune limitation de sujet, ça veut dire que la destitution d'un binôme de députés qui ne conviendrait pas est tout à fait faisable de ce moyen-là. Après, il faut que le RIC dise qu'il veut mais le déclenchement du RIC serait faisable comme ça. Alors, bon, je fais une petite parenthèse sur le RIC, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent du RIC, etc. Enfin, le RIC, il y a énormément de pays où il y a le référendum d'initiative citoyenne. Hein. Bon, le plus connu, c'est évidemment la Suisse, hein, qui est quand même un modèle de stabilité. Mais on aura l'occasion d'en reparler également quand on va parler des niveaux européens et tout ça. Mais il y a plein d'autres pays et plein de pays d'États des États-Unis d'Amérique qui ont aussi un référendum d'initiative citoyenne. Mais il y a le Venezuela, il y a plein de pays où le référendum d'initiative citoyenne est en vigueur. Je n'ai pas fait le décompte exactement, mais il y a vraiment beaucoup. Et depuis des années et des années, quoi. Bon, la Suisse, on en parle pas, mais même les États-Unis, ça fait plus de 100 ans. Hein. Les États ont un référendum d'initiative citoyenne, et il y a plein d'autres pays dans ce cas-là. Donc voilà, alors, si les gens craignent de dire, voilà, ça va être l'anarchie avec le référendum d'initiative citoyenne, l'expérience, mais une très large expérience, vraiment très large dans plein de pays, montre que ce n'est pas le cas. Donc voilà, les gens sont responsables, hein. Je pense qu'il faut faire confiance au peuple et ne pas le prendre pour un imbécile, comme le fait Tocqueville et certains autres. Il y a question des rémunérations. Alors, la question des rémunérations, bah, c'est pareil, il faut que ça soit inscrit dans la Constitution, comme ça on n'en parle plus. Hein. Donc, moi, pour un député,
Donc, comme pour un maire, hein, c'est donc au maximum 3 fois un SMIC. Hein, un député qui est à plein temps. Et là, pour le coup, ils sont à plein temps, hein, forcément. Hein, la charge de travail est quand même très importante. Euh, 3 fois le SMIC, au maximum. Et les maires adjoints et représentants au département, sur la base d'un temps plein également, s'ils sont occupés à un temps plein, c'est 2 fois et demi le SMIC au maximum. Inscrit dans la Constitution, comme ça, on n'en parle plus. C'est des montants tout à fait raisonnables. Alors, poursuivons. Donc on arrive je dirais à la fin, donc là on va évoquer d'autres points, on arrive à peu près à la fin de cette présentation de ce qui est proposé au niveau du département, mais évidemment, hein, contribuez, faites vos commentaires, etc. Voilà, c'est des bases de travail, c'est une architecture, hein, qui est posée, des principes qui sont posés. Après, bah voilà, il faut leur donner cher, il faudra rédiger les articles de la Constitution qui mettront tout ça en musique, peut-être les changer, etc. Je dirais que ça, c'est les grandes lignes. Comme j'ai eu l'occasion de dire déjà d'autres fois, moi, mon métier, c'est d'être architecte logiciel. Je sais que les bonnes architectures ne sortent pas de 50 cerveaux, ne sortent pas d'une commission. C'est pour ça que je ne crois pas aux assemblées constituantes, ce genre de choses. Ça sort des choses très, très théoriques, très idéalistes, ces choses-là, mais pas des choses opérationnelles. Les choses qui fonctionnent, ça sort de un ou deux cerveaux. Donc là, il y en a quelques autres quand même, on a déjà un peu plus qu'un ou deux, comme j'ai eu l'occasion de le montrer. Mais voilà, et à partir de là, on va faire 80% du travail, et les 20% restants, c'est le retour d'expérience justement, et ce que va apporter justement les gens quand ils vont rédiger, ou de dire, mais attention, on a eu telle autre expérience qui a fait ça, enfin, qui fait qu'on va ajuster et réajuster l'architecture pour arriver à une solution qui fonctionne, qui soit bien équilibré et vraiment opérationnel et qui tienne aussi compte des choses. Donc, c'est la règle des 80-20, hein, qui s'applique dans plein de domaines et dans celui-là comme dans les autres. Alors, les autres points maintenant. Les autres points, bah, donc c'est des points un peu divers, je dirais. Hein. Un point important, donc, les députés, comme vous l'avez remarqué, surtout ceux qui sont primordiaux, ceux qui sont élus comme étant tête de liste, élus en tête des têtes de liste, élus liste comme arrivant la première à l'élection, ils prennent beaucoup d'importance, puisqu'ils sont à la fois représentants au niveau national pour voter les lois et contrôler le gouvernement, mais en plus, ils ont un pouvoir local réel, alors qu'actuellement, c'est disjoint complètement, hein, avec les préfets, etc. Là, le député devient quelqu'un d'encore plus important que... parce que, enfin moi je trouve très choquant, par exemple, on voit souvent dans les médias, on moque les députés, on les prend vraiment pour des imbéciles, etc. Ce sont des élus. À chaque fois qu'un journaliste se moque d'un député ou le prend pour de la petite bière, etc., c'est pas tellement le député qui se moque, il se moque de nous, il se moque de ceux qui l'ont élu. Et ça, enfin, pour moi, c'est inadmissible. C'est totalement inadmissible que des journalistes qui sont élus et qui viennent de je ne sais où puissent se permettre ce genre de choses. Donc là, les députés vont prendre encore plus d'importance. Donc voilà, il faudra quand même faire attention à respecter ces gens-là. Ce sont nos représentants et des représentants qui vont être vraiment très importants. Sans toutefois devenir des ducs qui deviendraient peut-être un peu trop puissant, hein, c'est pas notre histoire, on n'a pas la même histoire que l'Allemagne, hein, avec ses Länder, etc., où il y a justement un découpage qui est beaucoup plus gros, mais qui a des raisons historiques. Nous, on a nos raisons historiques qui font qu'on a le département, et que pour les Français, l'organisation la plus adaptée, c'est le département, or que pour les États-Unis, bah, c'est les États, par exemple, pour l'Allemagne, c'est les Länder, mais il y a des raisons historiques, parce que les rois, etc., à l'époque, et les princes s'étaient entendus pour justement qu'aucun devienne trop puissant, etc. Là, pareil, les députés prennent de l'importance, mais ils ne prennent pas trop d'importance non plus, pour pas non plus qu'ils deviennent des États dans l'État, parce que les grandes régions qu'on a, par exemple, vous prenez l'Aquitaine, qui va de Saint-Jean-de-Luz jusqu'à Poitiers, enfin bon, c'est aussi grand qu'un pays, c'est aussi grand que la Suisse, je crois, ou quelque chose comme ça, ou peut-être même plus grand. Enfin,
C'est pour moi extrêmement dangereux pour l'unité de la nation, ce genre de choses. Donc voilà, donc premier point important, les députés deviennent des gens importants. Plus importants encore qu'ils ne sont aujourd'hui. Et en responsabilité. Alors, il y a un autre point également, c'est comment articuler, on verra, hein, enfin, si vous avez déjà vu un peu l'architecture globale, vous savez qu'il y a aussi une chambre des forces productives qui est prévue. Et voir également comment articuler ces chambres de forces productives, parce qu'on est entre l'articulation nationale locale et la chambre des forces productives, qui est un organisme de niveau national. Et bien, on a aussi des choses qui ressemblent déjà à la chambre des forces productives, un peu, qui sont les chambres de commerce et d'industrie, la chambre des métiers, les chambres d'agriculture, etc. Toutes ces chambres qui existent au niveau souvent départemental, ou d'une ville. Et donc, il faudra voir comment articuler ces pouvoirs locaux, ou ne pas les articuler peut-être d'ailleurs, hein, et avec la chambre des forces productives. Donc voilà, ça c'est un autre élément de réflexion qu'il faudra avoir. Donc voilà, à cogiter. C'est aussi quelque chose qui milite au fait de dire que une chambre des forces productives est quelque chose de pertinent, puisque ce sont déjà des chambres qui existent dans la réalité des territoires, donc, mais qui n'ont pas de représentation au niveau national. C'est quand même une anomalie, on peut le noter à cette occasion. Puis un dernier point, plus historique celui-là, le département, on peut aussi le voir comme le nouveau lieu d'un compromis. Je ne dis pas d'une réconciliation, mais je dis d'un compromis entre le courant de pensée girondin et le courant de pensée jacobin. Bon. Pour les Girondins, le département est le lieu de décentralisation par excellence, je dirais, mais c'est pour les Jacobins le lieu aussi traditionnel, puisque c'est celui qui s'est mis en œuvre, qui s'est dégagé au fil du temps, pour démultiplier l'action de l'État central dans les territoires. Et donc, mettre comme ça en avant ce niveau organisationnel qu'est le département, c'est un lieu où je pense un compromis peut être trouvé. Enfin, c'est la bonne instance, je pense, pour qu'un compromis, je ne vais pas parler de réconciliation, mais qu'un compromis soit trouvé, un compromis durable, soit trouvé, compte tenu de l'évolution historique, entre le courant de pensée jacobin et le courant de pensée girondin. Ce qui n'est pas le cas de la région, par exemple. La région, clairement, ne peut pas jouer ce rôle. Il n'y a que le département qui peut jouer ce rôle. Donc ceux qui sont jacobins, ceux qui sont girondins, de culture et de tradition, je pense que le département, tac, ça va leur parler et ils vont se dire, ah oui, effectivement, c'est le bon niveau en le réorientant, c'est-à-dire en inversant un peu, d'en faire d'une courroie de transmission, en faire aussi, et donc pas seulement une courroie de transmission au travers du préfet, mais également une courroie de transmission, mais dans l'autre sens, vers le haut, par les députés, justement, et par l'administration des députés de chaque département. Ce qui a été la tendance historique, d'ailleurs, ces derniers temps. Voilà. Alors, l'épisode 3. Donc, l'épisode 3 sera consacré à l'Assemblée nationale. Donc là, on n'en parlera pas aujourd'hui, on n'en parlera pas la semaine prochaine non plus, puisque je pense qu'on va parler normalement de première démocratie, Assemblée constituante ou 6e République, un peu tous ces sujets-là, donc un peu plus, des sujets vraiment plus de fond, plutôt qu'organisationnels comme ça. Donc un régime parlementaire à majorité assurée, donc on verra qu'avec ce mécanisme de binôme et d'autres mécanismes, l'Assemblée nationale, on passe dans un régime parlementaire plutôt qu'un régime présidentiel qui est la 5e République, mais avec des mécanismes qui permettent qu'il y ait une majorité de gouvernement qui se dégage, tout en assurant une présence des principales minorités, avec également une représentation. Ça, c'est une première chose importante, il faut que les minorités soient représentées, hein, et qu'elles aient un poids suffisant, mais pas suffisant pour pouvoir remettre en cause les règles de majorité.
mais qui soient là également. Et en donnant également des mécanismes, plutôt en enlevant, enfin on verra, pour que justement ces minorités puissent avoir voix au chapitre, ne soient pas écrasées par ces majorités. Et également, ça permet un mécanisme de représentation automatique des départements les plus peuplés, les plus peuplés, pardon, donc ce qui permet d'éviter tous les tripatouillages de circonscriptions que l'on rencontre très régulièrement à chaque fois où on redécoupe les circonscriptions en pensant que ça va arranger l'élection de telle personne ou de tel autre bord politique. Là, ça sera inscrit dans la Constitution, le découpage et la compensation automatique des départements les plus peuplés par rapport aux moins peuplés se fera de façon naturelle et ce sera aussi le moyen pour les oppositions d'être représentées. Donc des règles simples. Donc à suivre, l'épisode 3, donc je ne dis pas la semaine prochaine, mais la prochaine fois. Voilà, donc on arrive au terme de cette première, de cette présentation. Donc je vais me remettre en plein écran, voilà. Donc, mercredi prochain, donc reprenons espoir évidemment, donc le mot de la fin. Donc la prochaine fois, donc comme je vous en ai déjà un petit peu parlé, le sujet sera première démocratie ou sixième république. Donc ça c'est une alternative. Ou assemblée constituante ou constitution. C'est-à-dire on propose une constitution, ce que je vous présente là, l'architecture de cette constitution. Hein. Ou est-ce qu'on fait une assemblée constituante? Donc, hein, je rappelle ces constitutions, l'idée c'est de se construire sur du réalisme dans notre histoire, s'appuyant sur les penseurs les plus importants, donc, et puis parce que aussi c'est le levier, comme on l'a vu tout au début, qui permet de rassembler le peuple. Bon, il y a plein de vertus, je dirais, au fait de présenter une constitution. Mais on verra ça, on étudiera ça. Il ne faut pas forcément les opposer, hein, voilà. Avec une assemblée constituante. Bon, je ne vais pas faire la présentation aujourd'hui. Ça, c'est pour la semaine prochaine. On va parler un peu du Covid-19, malgré tout. Hein. Alors, on a pas, enfin, et sur le fait sur l'hydroxychloroquine, le traitement de Raoult, etc., etc. Bon, moi, je me garderais bien, à ce stade, de prendre position ou de pencher pour un camp ou pour un autre. Je dirais, ma position que j'ai énoncée il y a déjà pas mal de semaines, elle demeure la même. Hein. C'est-à-dire, si on a un médicament qui est bien connu, dont on connaît les contre-indications, ça c'est très important. Parce qu'il y en a des contre-indications sévères, hein, comme j'ai eu l'occasion de le dire. Pour moi, par exemple, l'hydroxychloroquine, c'est no way, quoi. Jamais, parce que moi, c'est sûr que je clame si on me donne ça. Donc, c'est clair que c'est pas pour moi ce traitement. Donc, c'est pour ça que je me sens pas trop concerné, peut-être aussi. Je sais que de toute façon, pour moi, ce traitement-là, faut pas que je le prenne, parce que là, c'est sûr que ça va pas aller. Donc, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas le faire si ça peut sauver des vies? Hein, on ne peut qu'y gagner, puisque ça sera un traitement novateur, etc. On n'a pas beaucoup de recul. Alors là, on a du recul, on connaît les effets secondaires et les cas où il ne faut pas l'utiliser. Donc, dans les cas où c'est pas contre-indiqué, bah, utilisons-le. Voilà. Pourquoi pas? On ne peut qu'y gagner. Alors, donc on se met dans une démarche, je dirais, de soins. Hein. C'est ce qui oppose, hein, on entend les médecins qui disent, moi je suis plus dans le soin, je suis médecin, donc je suis un praticien, je veux pratiquer la médecine, et voilà, et soigner les gens, quoi, sauver les gens. Hein. Ou la science. Et effectivement, là, c'est ça qu'on a en balance. C'est-à-dire, d'un côté, si on est du côté du soin, le problème c'est que, du coup, on ne peut pas trancher scientifiquement, parce qu'on voit que les chiffres, les études du docteur Raoult, d'un point de vue scientifique, elles ne sont pas carrées, quoi. On est dans le soin, mais on n'est pas dans l'étude scientifique. Et parce que la science, on le sait pour les médicaments, eh bien, il faut faire des études, ce qu'on appelle en double aveugle, et toute chose égale par ailleurs. C'est le seul cas où on peut vraiment comparer, dire ce qui est comparable, sans introduire de biais. Donc double aveugle et toute autre chose par égale par ailleurs. Donc dans un même hôpital, avec les mêmes conditions de soins, etc. Et les gens qui ne savent pas, personne ne sait,
personne ne sait, ni les soignants, ni les soignés, si on donne un placebo, c'est-à-dire un faux médicament, ou le vrai médicament. Voilà. C'est ça la vraie étude scientifique, et ça a été prouvé maintes fois, qu'il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment trancher de façon... Mais ça veut dire, dans ce cas-là, ça s'oppose un peu aux soins, parce que du coup, il va y avoir des personnes qui vont être testés, qui vont croire qu'ils vont recevoir un médicament, ou il y en a d'autres même qui ne vont pas recevoir du tout de traitement, hein, pour que ça soit complètement... Il faut 3 groupes en fait. Hein. Donc ils ne seront pas soignés. Donc c'est un choix délibéré. Bon. Mais on sait que d'un point de vue scientifique, si on veut trancher, c'est ce qu'il faut faire. Et donc c'est pas la même démarche que de soigner. Et puis, après, il y a les études a posteriori, où là, on a toujours des biais, sur la qualité des données, puisqu'on ne sait pas toujours si elles sont pas toujours d'une même source, avec des diversités de systèmes d'organisation des soins, ou des systèmes politiques même, d'une manière générale, etc., etc. Donc voilà. Donc, je dirais, ce sont 2 points de vue différents, les uns et les autres, mais vous n'allez pas trancher ces soins versus science, mais les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il faut le savoir. Alors, au final, hein, je dirais, là, on revient vraiment sur du classique, c'est que, en fait, moi, je vous engage vraiment à rejoindre l'initiative. Hein, le site évolue, il a encore évolué en termes d'inscription, etc. Donc avec des gens qui commencent à se mettre au travail, donc ça c'est très positif. Hein. Donc rejoignez l'initiative. Il y a la vidéo des actions pour la 6ème République, dans lesquelles vous pouvez vous inscrire, ou d'autres propositions. Hein. Vous venez avec, comme vous êtes, hein, je dirais, et vous envoyez un mail, vous m'envoyez un message sur Messenger, vous inscrivez directement sur le site. Voilà, on va vous recontacter et on trouvera les choses qui vous motivent, les choses dans lesquelles vous êtes le plus à l'aise pour travailler, et pour éviter la barbarie et reprendre espoir et tracer un nouvel espoir, puisqu'on en a bien besoin dans cette période actuelle. Hein, comme je dis, hein, le Covid, c'est que le 3e choc, et des chocs, il y en a encore pas mal d'autres à venir, malheureusement. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à mercredi prochain. Allez, au revoir.